Bon, ben, bonsoir, merci à tous les courageux, les courageuses qui sont venus, malgré le football, le froid, la Saint-Valentin, tout ça. Donc on est super content de recevoir Thomas Gunzig ce soir. Alors j'ai découvert tout à l'heure que j'étais une des vieilles lectrices. La plus vieille. Voilà, la plus vieille. La première. Voilà, disons-le. Parce que en fait, moi, j'avais découvert les nouvelles de Thomas dans ce qui était son premier recueil. C'était le moi, C'est un truc qui Situation instable. Situation instable chez Jacques Granchet, un obscur éditeur de chez vous. Situation instable, Ouais. Voilà. Vers le mois d'août. Et donc à l'époque, j'étais juste quelqu'un qui lisait beaucoup, qui adorait les livres. Et j'avais été très marquée par une des nouvelles où il y avait un gars qui était dans une station, alors de mémoire maintenant, c'est en Alaska, mais peut-être pas, enfin c'était nord froid. Et il communiquait avec le monde extérieur par la radio, il faisait des relevés météo, tout ça. Et en fait, il apprenait qu'il y avait une épidémie de suicide dans le monde. Et au fur et à mesure, les nouvelles du monde se rétrécissaient. Et il y avait quelque chose enfin, qui m'avait touchée, quoi, voilà. Bah oui, maintenant que tu me le dis, Ouais. je me dis que c'était une bonne idée. Quand même. Ah, c'est C'était pas mal. rigolo, en plus, voilà, J'aime bien tout ce le monde pitch. mourait. Donc c'est ce qui m'est resté. Et donc, pendant un paquet d'années, tu as surtout écrit des nouvelles, en fait. Le premier en 93, c'était une nouvelle. Le second en 97, c'était une nouvelle. Et Il y avait quelque chose, faut dire les titres. Hein. alors le premier, Situation instable, penchant vers le mois d'août, nouvelle. Et il y avait quelque chose en noir qu'on n'avait pas vu, nouvelle. Et puis Marion m'a dit, viens chez moi, et j'ai fait un roman. Et c'était en 2001. Et donc, c'était la... Mais c'est vrai qu'il y a eu des rééditions de nouvelles Oui, entre voilà, temps. il y a eu des Apparemment, personne rééditions, n'est ouais. mort avec des nouvelles qui étaient dans des trucs épuisés. Enfin, c'était un peu le bordel du coup. Mais voilà, premier roman chez Marion avec Mort d'un parfait bilingue. Exactement. Qui a eu le prix, qui a eu un prix, le prix Méditerranée d'ailleurs. Tout à fait. On en a presque plus aujourd'hui parce qu'en fait, j'avais fait venir pour la première date prévue, puis qu'il y a eu un report, un voyage Ah en ouais. Chine, tout ça. Ah ouais? Et j'ai vendu entre-temps, et quand j'ai voulu en revoir la semaine dernière, le repris m'a dit « Oh oui, mais il y a de la neige, les entrepôts, tout ça, il va pas arriver à temps, donc voilà. Ok, bon, ben, il en reste un. » En fait, c'est ce qui reste d'un succès. Voilà. Et du coup, ce passage au roman, c'était, enfin, c'était pas trop, ça allait de soi, ou c'était de se dire, allez, faut que j'y aille, ou... Non, c'était pas compliqué. Ouais. C'est une autre façon d'envisager les histoires. Il y a un moment, vu qu'entre, je vais parler en français, Ouais. entre 93 et 2000, je n'ai fait que des nouvelles, donc j'ai fait des années et des années de nouvelles. Je m'étais senti un peu enfermé là-dedans, on me disait Thomas Gunzig, nouvelliste, machin. Et c'est vrai que j'aimais bien faire ça, et je pense que j'avais peut-être un esprit qui arrivait à produire des petits sujets comme ça assez facilement. Mais j'en ai eu marre à un moment, j'avais envie de grands espaces, quoi. Tu vois? Et j'avais envie d'essayer ça, et voilà, donc je me suis mis au roman à ce moment-là. Mais j'ai pas senti une difficulté particulière. C'était pas... Non, non. Alors, Non, mais en fait, quand je dis j'ai pas senti de difficulté particulière, ça a l'air de vouloir dire que c'est facile. oui, Non, mais je veux dire c'est toujours aussi compliqué. C'est ça que je veux dire. parce que moi, en fait, dans les nouvelles, il y avait vraiment un truc, je sais pas, enfin, chacun écrit dans différents modes d'écriture. Et je trouvais que toi, les nouvelles, c'était pile ça, quoi. Donc après, j'étais épatée quand j'ai lu le roman en me disant, ah ouais, mais c'est ça aussi. Et du coup, je me demandais, voilà, si c'était, Non, mais c'est-à-dire si c'est que aussi une question de vie autour et d'avoir plus le temps d'écrire ou moins le temps. non, c'est même pas ça parce que ça prend le même temps en fait. Ouais. Remplir 300 000 signes, c'est toujours 300 000 signes, quoi. Et c'est toujours, en fait, le gros du boulot, c'est toujours se poser 1000 questions, et c'est toujours compliqué, on se casse toujours la tête pour savoir si c'est bien, etc. Non, en fait, voilà, je répète ce que j'ai dit, c'est Ouais. pas, en fait, c'est pas la même face, c'est la même difficulté. Voilà, c'est toujours vraiment, vraiment compliqué.
c'est toujours vraiment compliqué. Alors c'est affreux, mais j'aurais pas dire ça comme mon éditrice est là. Mais c'est-à-dire que quand j'ai fini un bouquin et que tout le monde est content et que j'ai signé pour un nouveau bouquin, que j'ai reçu éventuellement une avance, etc., je me dis mais comment je vais faire? J'ai réussi à le faire jusqu'ici, ça a été... Et chaque fois ça m'apparaît comme un truc mais impossible. Impossible, impossible. Je vois ce chemin de fou et toutes ces questions et tout ce travail et voilà, je me dis, j'ai envie de faire autre chose. Tant mieux, écoute, enfin, on fait plus. C'est pas grave, c'est pas grave, je suis pas heureux. Non, mais à la fois, tu continues parce que tu as envie de te prouver que tu sais le faire, sinon tu te tires une balle. On va pas te parler de ça tout de suite. Tu veux bien tout ça. nous lire une des nouvelles? Une nouvelle tout de suite, là, ok. Parce que... Très bien. Alors, donc on est dans la nouvelle. Alors, c'est une petite nouvelle qui vient d'un recueil que j'aime bien, que j'ai publié chez Marion, qui s'appelle Le plus petit zoo du monde. Voilà, au diable Vauvert. Et c'est au diable Vauvert. Et qui s'appelle La girafe. La girafe. Et ça marche comme ça. Ça avait commencé comme à chaque fois. À propos d'un truc idiot comme une tache sur l'inox du frigo, ou une odeur suspecte détectée dans le placard, et s'avérant être, après enquête, les restes du demi-poulet rôti que l'on croyait avoir jeté quelques jours plus tôt. À partir de là, comme à chaque fois, la discussion était rapidement partie en dérapage totalement incontrôlé vers des zones de reproches plus généraux et plus abstraits qu'une simple tâche ou qu'une simple odeur, des zones que les pilotes de ligne connaissent sous le nom de zones de turbulence et qu'ils traversent en conseillant d'attacher sa ceinture et d'éteindre sa cigarette. Cathy avait recommencé tout son laïus sur l'engagement, le don de soi, la nécessité de preuves d'amour, et Bob, comme à chaque fois, avait tout écouté du début à la fin, en rentrant la tête dans les épaules, et en essayant de prendre son air de chien battu, qui pourtant, il le savait bien, ne faisait qu'aviver encore un peu plus la colère de sa femme. Comme à chaque fois, après un temps indéterminé passé à l'écouter raconter ce qu'il estimait pour lui-même être des salades, il avait balancé une vacherie purement gratuite, destinée à faire un maximum de dégâts. Il avait dit quelque chose comme il faisait souvent mine après coup de ne plus s'en souvenir, mais de toute façon, qu'est-ce qu'une grosse conne comme toi y connaît à l'amour bordel de merde? Et comme à chaque fois, profitant du silence consterné qui suivait son intervention, il s'était tiré de chez lui, il avait erré un moment en voiture, laissant sa colère se dissoudre peu à peu devant le mouvement des essuie-glaces, pour ne plus faire place qu'à une grosse boule de tristesse rance, signale qu'il est temps de rentrer chez lui pour essayer de recoller les morceaux. Tu veux que je lise toute la nouvelle? Je sais Parce pas. qu'on en a pour 10 minutes. Oui. Hein. Oh oui, je crois que là, oui. Là. Okay. Si ça t'embête pas. Ce jour-là, pourtant, et contrairement à ce qu'il était convenu d'appeler la procédure habituelle des disputes de Cathy et de Bob, remarques, puis discussion, puis dispute, puis insulte, puis départ de Bob, puis retour de Bob, puis tirage de tête plus ou moins long, puis subtil mouvement d'approche, puis réconciliation, lorsque Bob revint dans le rez-de-chaussée où il vivait, il le trouva vide, lumières éteintes, le manteau de Cathy disparu, ainsi que, après vérification, sa brosse à dents, sa trousse de maquillage, son sèche-cheveux semi-professionnel et quelques affaires de rechange. Pas de mots, pas de message sur le répondeur, rien. Ça, ce n'était pas du tout comme à chaque fois, Bob eut froid dans le dos. Il sentit sa colère remonter à la surface et se mettre à flotter bien tranquillement dans sa cervelle comme un morceau de bois pourri dans un étang. Et il se dit d'abord qu'il n'allait rien faire, qu'après tout, il n'allait pas l'attendre, cette conne, qu'il avait faim, qu'il allait regarder la télé. Il se fit cuire du riz, le regard perdu sur le petit jardin sec qu'ils avaient séduit quand ils avaient décidé d'acheter l'appartement 6 ans plus tôt. Il mangea en regardant un téléfilm où une fille se fait violer et puis se venge. Il regarda le débat qui suivit. Puis, ne sachant comment il en était arrivé là, il se retrouva en train d'appeler la mère de Cathy pour s'entendre répondre qu'elle n'avait aucune idée d'où elle pouvait être en ce moment et que lorsqu'on vit en couple comme on fait du camping, il ne faut pas s'étonner d'avoir des ennuis. Bob ne comprit pas ce qu'elle voulait dire et finit par aller se coucher. Il se leva durant la nuit, avec la bouche aussi sèche que s'il avait mangé une poignée de sable. En buvant un verre d'eau, il vit à travers la fenêtre de la cuisine ce qui lui sembla être une grande masse sombre dans le jardin. Il était tard, sa tête pesait des tonnes, il retourna se coucher sans y prêter attention. Ce n'est que le lendemain matin, vers 7 heures, alors qu'il fouillait les placards à la recherche d'un reste de pain à avaler avant d'aller travailler, qu'il vit la chose. Étendue sur le flanc dans le jardin, dont elle couvrait presque toute la surface, le cou plié selon un angle bizarre, 3 de ses longues pattes étendues, la 4e ramenée contre elle, il y avait, dans son jardin, ce qui avait toutes les apparences d'une girafe morte. Bob recracha une bonne partie du pain qu'il était en train de mâchouiller et sortit pieds nus dans l'herbe humide. Il n'y avait pas de doute, c'était bien une girafe au pelage jaune et tacheté qu'il effleura du bout des doigts, le trouvant désagréablement rêche, et elle était bien morte, gros yeux mat,
fixant le ciel du matin, longue langue s'échappant à la manière d'un ruisseau de salive des lèvres sombres de l'animal. Bêtement, Bob regarda autour de lui, comme s'il avait pu trouver d'où venait la girafe, mais rien ne lui donna le moindre indice. Pieds nus, comme ça dans son gazon trempé, il commença à avoir froid et rentra chez lui. En s'habillant pour partir travailler, il se demanda ce qu'il allait bien pouvoir faire de cette girafe morte dans son jardin, et avant même qu'il s'en aperçoive, il se mit dans l'état d'esprit qu'il détestait le plus au monde, celui du pauvre type qui s'apitoie sur son sort. Vous voulez vraiment la suite? Au boulot, il resta un long moment à regarder le brouillon d'une lettre adressée à un fournisseur de matériel de bureau, puis, prenant une profonde inspiration, il prit son téléphone pour appeler la meilleure amie de Cathy. Elle ne savait rien, n'était au courant de rien, déclara que finalement ça ne l'étonnait pas, que peut-être s'il avait été capable du moindre effort, ça aurait été différent, et qu'elle devait maintenant le laisser car elle était débordée. Bob appuya très fort son front contre ses paumes et laissa passer la journée. De retour chez lui, il constata en grimaçant que la girafe était toujours là, et qu'une drôle d'odeur fauve s'en dégageait empestant jusqu'à son appartement. Il devait prendre les choses en main. Cathy lui reprochait toujours de ne pas savoir gérer les situations délicates, mais cette fois-ci, il allait s'en sortir. Il commença par appeler la police. La fille de la centrale, manifestement de mauvaise humeur, dit qu'elle ne voyait pas ce que la police avait à voir dans cette histoire, que si la girafe n'avait pas tenté de le cambrioler, de l'agresser ou de se livrer sur sa personne à des attouchements, son cadavre n'était que celui d'un animal et non celui d'un suspect, et que par voie de conséquence, il n'avait qu'à tirer son plan. Les pompiers, la Croix-Bleue, le service catastrophe naturelle de la protection civile se défilèrent les uns après les autres avec ce que Bob jugea être un beau tissu d'excuses à la con. Il réessaya de téléphoner à la mère de Cathy qui lui dit que oui, elle avait eu des nouvelles, que sa fille était fatiguée de vivre avec un type sans arrêt à côté de la plaque, qu'une jeune femme devait pouvoir se reposer sur quelqu'un et ne pas toujours devoir prendre les choses en main. Bob, à cause de l'odeur putride de la girafe, à cause de son foutu auto-apitoiement, dormit mal. Le lendemain, l'odeur était devenue encore plus forte et plus désagréable. Un groupe de 4 voisins vint sonner chez lui pour qu'il règle au plus vite le problème de l'odeur qu'il les empoisonnait depuis 3 jours. Bob balbutia des excuses et téléphona chez un grossiste en boucherie qui lui expliqua qu'avec Maastricht et les accords cadres de la DG6, le commerce de viande d'animaux exotiques était soumis à un contrôle sévère. Bob raccrocha. Il avait envie de pleurer. Il se regarda dans la glace et se trouva une sale tête maigrichonne. Puis, le téléphone sonna. C'était Cathy. Cathy, avec sa voix de volatile aquatique, lui demanda s'il avait réfléchi à tout ce qu'elle lui avait dit. Sans trop savoir, il répondit que oui, il avait bien réfléchi. Alors, lui avait-elle demandé? Au hasard, il répondit « Je vais changer, je vais faire un effort ». Un silence suivit, qui lui fit se dire que Cathy, à son tour, réfléchissait, puis, avec un accent plein de mystère, elle lui dit « Au revoir ». Une terreur infinie s'empara alors de Bob. Cet au revoir plein de mystère voulait dire qu'elle pouvait se pointer d'une minute à l'autre. Il n'avait pas le choix. Il téléphona d'une voix caverneuse à son boulot pour dire qu'il avait attrapé un virus et qu'il ne pouvait venir au bureau. Il se passa le visage à l'eau glacée et se posta devant la fenêtre pour réfléchir. Il avait plu, de l'eau goûtait de la corniche, la girafe virait au gris. Quelque chose de l'ordre de l'inspiration divine lui vint à l'esprit. Il prit encore une fois son téléphone et appela Darek Gruszowski, l'ouvrier polonais au noir qui avait repeint l'appartement l'an dernier. Bob lui expliqua de quoi il s'agissait. Darek jugea qu'il n'y avait aucun problème et qu'il serait là dans 1 heure avec son cousin et du matériel. En attendant l'ouvrier, Bob rassembla tous les vieux journaux qu'il put trouver et courut acheter une dizaine de rouleaux de sacs poubelles noirs et résistants. Quand il revint, Darek était devant la porte et son cousin achevait de décharger le coffre de leur break Opel. Il les fit rentrer et les conduisit dans le jardin où ils inspectèrent l'animal d'un œil blasé. Finalement, Darek déclara avec la disqueuse, c'est avec la disqueuse que ça ira le plus vite. Bob était de cet avis. Je fais très très mal l'accent polonais. Les 3 hommes s'étonnèrent devant les immenses quantités de fluides divers, d'organes, d'os qu'un animal de cette taille pouvait contenir. L'odeur aussi les surprit, comme si la girafe avait été un Tupperware, oublié depuis des jours et soudain imprudemment ouvert. Bob alla chercher des serviettes dans la salle de bain pour qu'il puisse se couvrir le visage et retourna dans le jardin en pataugeant dans la boue rougeâtre que formait la terre mélangée au sang. Les serviettes sentaient bon la lavande, ça allait mieux comme ça. Darek, couvert de sang de la tête aux pieds, maniait la disqueuse avec des airs de dieu fou venus punir les humains. À côté de lui, son cousin remplissait des sacs poubelles dont un certain nombre s'empilaient déjà en grand tas gris devant la porte-fenêtre. Après 2 heures de travail acharné, Darek déclara qu'il fallait qu'il boive un coup. Bob sortit 3 bières du frigo. Ses pieds étaient poisseux et collaient au sol. Ses mains collaient aussi. C'était une impression désagréable. Mais il fallait en passer par là s'il voulait débarrasser son jardin de cette foutue girafe.
C'est au moment où il ramenait les bières aux deux hommes installés dans le salon que Cathy fit son entrée. Elle les regarda, tous les trois. Elle regarda leurs mains, leurs jambes, leurs chaussures couvertes de sang, sentit probablement leur odeur mixée d'urine, de charogne. Elle regarda les feuilles de papier journal que Bob avait amoncelées au sol. Elle regarda la porte-fenêtre derrière laquelle s'amoncelaient les sacs poubelles. Bob lui sourit. Il se sentait mieux. Il sentait qu'il avait changé, que tout irait mieux à présent, qu'il prenait les choses en main, qu'il était devenu un homme sur lequel on pouvait compter. Cathy ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais le seul son qui sortit fut une sorte de soupir douloureux. Elle baissa les yeux, ramassa le sac de voyage qu'elle venait de poser au sol et quitta l'appartement. Bob ne la revit plus. Plus tard, il devait déduire de cette rupture qu'il y avait quelque chose de détraqué dans le caractère de cette fille. Plus tard encore, il élargit sa conclusion et acquit la conviction que les femmes étaient de sombres folles. Voilà, c'était ça. Merci bien. Je recommande particulièrement ce recueil, Le plus petit zoo du monde, aux amis des bêtes. En fait, il leur arrive que des malheurs. Ah oui, ben en gros, oui. pour résumer à la serre. Mais c'est des malheurs racontés d'une façon qui nous fait rire. Alors, en fait, quand tu écris, parce que là, enfin, dit à voix haute, tu écris en pensant à des lectures éventuelles à haute voix ou ça tombe comme ça? Non. Parce que là, voilà, oui, non. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux dans la lecture. Il y a le niveau de l'histoire. Ouais. Donc l'histoire avance et que ça soit bien et qu'il y ait tout ce qu'il faut dedans pour que ça soit un peu visuel et chouette. Et puis il y a le niveau du rythme effectivement qui est un peu le moteur du truc. Parce que ça, voilà. C'est-à-dire qu'on essaie de faire quelque chose dans lequel le lecteur effectivement une phrase qui va attraper le lecteur, qui va l'entraîner comme un Thalys si possible et sans qu'il puisse descendre quoi. Et c'est vrai que l'idée qu'un lecteur puisse descendre en cours de route, c'est toujours, enfin, moi, c'est ce qui me ferait le plus mal, quoi, que la personne qui commence à lire se dise, bon, ben voilà, je mets ça à côté de mon lit, je terminerai l'année prochaine. C'est vrai que j'ai toujours envie que le livre que j'écris, ou que l'histoire, ou que la nouvelle soit, voilà, à grippe, et puis ne lâche plus, quoi. C'est une phrase, parce que tu connais certainement Stevenson, hein, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tous ces trucs-là, et il a écrit un bouquin génial qui est sûrement quelque part ici, qui s'appelle Essai sur l'art de la fiction, où il écrit plein de trucs géniaux, dont une phrase encore plus géniale que les autres, il dit « Toute lecture digne de ce nom doit vous arracher à vous-même ». Et c'est tout, s'il faut résumer tout ce qu'on peut dire sur la lecture, sur les romans, sur la théorie littéraire, c'est ça, toute lecture digne de ce nom doit vous arracher à vous-même. Si ça ne vous arrache pas à vous-même, c'est que c'est raté. Si vous oubliez pas que vous êtes en train de lire un bouquin dans votre bus, dans votre métro, dans machin, c'est que c'est foutu, quoi. Voilà. C'est super comme truc. Quelques bouquins super comme ça, et parce qu'en plus, tu vois, c'est pas le pur théoricien qui vient, c'est le mec qui a écrit des bouquins tellement géniaux qu'encore aujourd'hui, c'est des grands mythes littéraires, quoi. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, L'île au trésor, c'est des trucs qui restent, et c'est un génie. Alors, ce qui est chouette dans ce bouquin, c'est qu'il est jaloux des autres qui marchent mieux que lui. Parce qu'il y a plein d'écrivains à la mode, ce qui n'est pas son cas à l'époque. Et donc, il les descend, mais on ne sait même plus de qui il parle. Mais c'est très marrant quand même. Enfin bon, voilà. Donc, effectivement, le rythme, je crois que c'est quelque chose qu'on utilise pour rentrer en écho, en résonance avec l'esprit du lecteur et pas le lâcher, quoi. Oui, voilà, ça. Et pas le lâcher. Alors sinon, toujours pour les recueils de nouvelles, il y a celui-ci, là, Assortiment, entre autres. Assortiment pour une vie meilleure. Qui est quand même, moi j'aimais bien le titre original, mais peut-être c'est pour la France, c'était... Oui, mais en fait, c'est-à-dire que ce recueil-là a une drôle d'histoire. Avant de connaître Marion, ma vie n'était qu'une longue souffrance. Et alors, donc j'ai publié chez plein de petits éditeurs, en Belgique et autres. Et j'avais publié quantité de nouvelles à gauche et à droite, chez des éditeurs qui avaient fait faillite, des éditeurs qui défendaient plus les bouquins, etc. Donc j'ai fini par réussir à tout récupérer, tous les droits. Et, en se battant en duel éventuellement. Entre autres, oui, c'est ça.
entre autres. Et ce qui m'a permis de publier ça chez Marion, ça comprend plein de trucs. Donc c'est vraiment un amalgame de plein de nouvelles, mais aussi des textes de théâtre, etc., qui sans ça ne seraient trouvables nulle part, quoi. Donc voilà, c'est une sorte de, c'est un peu le bouquin à garder aux toilettes, quoi. Tu vois, qu'on peut ouvrir n'importe où, il y a une petite histoire par-ci, petite histoire par-là, petit texte à lire en 3 minutes. Alors, une petite parenthèse en parlant de théâtre. Ouais. On peut peut-être parler de ces deux-là. Oui, qui, du coup, puisqu'on était dans le théâtre, c'est très beau. Moi, je regrette de ne pas avoir pu les voir en vrai. Ah mais oui. j'ai vu que les images, en fait. Écoute, c'est 2 spectacles qui ont une drôle d'histoire. C'est-à-dire que avec un copain à moi qui est réalisateur, qui s'appelle Jaco Van Normal, je sais pas si vous... Enfin, il a fait des films, dont un film qui avait bien marché, qui s'appelle Le 8e jour, et puis il a fait Toto le héros, il a fait Mr. Nobody, puis on a écrit ensemble un film qui s'appelle Le Tout Nouveau Testament. Mais lui, il vit avec une chorégraphe qui s'appelle Michel Demey. Et alors, un jour, il y avait un petit événement, et pour faire ce petit événement, ils avaient juste fait un tout petit spectacle de 2 minutes où Michel Demey, la chorégraphe, dansait avec ses doigts sur une table, et Jaco, avec une caméra, filmait les doigts. Et c'est sur grand écran. Et ça donnait super bien. Et donc, on s'était dit, tiens, on va faire un vrai spectacle de chorégraphie, qu'on va appeler Nano-Danse, hein, où ces doigts vont danser dans des petits décors et des choses comme ça. Mais alors, ce truc a pris des proportions techniques assez importantes. On a beaucoup bossé. Et on avait envie de faire un film de long métrage, mais qui se fait chaque soir en direct avec des petits objets, qu'on filme avec des petites caméras, mais le spectateur voit tout ce qui se passe, tous les effets spéciaux, mais qui sont des effets à la Méliès, avec des cartons, des machins, etc., et qui sont en direct sur grand écran pour voir l'effet. Le tout avec musique et texte, c'est une vraie histoire qu'on raconte. Et ça a donné Kiss and Cry. Et ce truc a été un carton, mais incroyable. Donc on a fait 4 fois le tour du monde, on a été à l'Opéra de Sydney, on a été aux États-Unis, on a été en Amérique du Sud. C'était quelle année Kiss and Cry, c'était en 2011, 2011, ouais. Et ce truc tourne encore maintenant, on a dû faire une 2e équipe, etc., etc. C'était vraiment dingue. Et après 3 ans, on s'est dit, tiens, si on faisait la suite, en 2016, et ce qui est ultra casse-gueule, parce qu'un spectacle que tellement de gens avaient aimé, que tellement de gens ont vu, qui était devenu vraiment un truc de dingue, faire une suite, c'est-à-dire il faut au moins faire mieux. On peut pas faire la même chose. Et il faut faire mieux en faisant quelque chose de différent, en explorant de nouvelles choses, à la fois techniquement, d'un point de vue narratif, etc. On peut pas faire juste ça sera autre chose, filmer différemment. Et donc on a fait Cold Blood avec techniquement, d'un point de vue de l'écriture, c'était plus compliqué parce que je leur avais dit, pour celui-ci, on avait travaillé vraiment tout au même moment. C'est-à-dire que eux travaillaient, moi j'écrivais sur ce qu'ils faisaient au même moment et eux refaisaient en fonction de ce que j'avais écrit, etc. Et là, je leur avais demandé de faire plein de propositions, plein d'images, quoi. Donc ça a été des images, des mains qui se promènent dans des bombardements, ça a été des attaques d'avions, ça a été un type dans un car wash, ça a été du pool dance dans un peep show avec des mains autour d'une barre, etc., etc. Et puis il a fallu, après 2-3 mois, j'étais face à un ensemble de séquences, que je fasse une histoire autour de ces séquences. Et j'ai eu peur, franchement. Je me suis dit, ça n'ira jamais. Et puis ça a fait un spectacle qui a encore mieux marché et qui tourne toujours encore maintenant. Qui, pour l'instant, ils sont où? Je pense qu'ils sont en Corée ou un truc comme ça. Et ça tourne et c'est super. Enfin, c'était très très gai de travailler avec ce truc. Voilà. Et à défaut d'aller en Corée voir le spectacle, tant qu'il n'est pas repassé par Paris, il y a des images qu'on peut voir sur l'internet et c'est impressionnant la danse avec les doigts. Il y a un extrait à un moment du boléro de Ravel. Ah, là, ouais. Alors le boléro de Ravel, ça c'était extraordinaire. C'est une séquence que j'adore parce que on a repris la chorégraphie de Béjart, hein, que vous connaissez, mais parce que les doigts, elle est dans le film de Lelouch, on la voit, hein, ses doigts, enfin voilà, Jorge Don qui fait tchac 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 comme ça. Donc on prend cette chorégraphie là.
Mais à un moment, on fait un chouette truc, c'est-à-dire qu'on allume les lumières dans la salle, donc les gens se demandent ce qui se passe, et la caméra passe derrière les doigts en train de danser sur une mini-scène, et on voit en fait le public qui apparaît, comme si ces doigts en fait dansaient devant un vrai public. Enfin, bon, c'est raconté comme ça a l'air bizarre, mais ça fait un bel effet. Et donc le public devient lui-même partie prenante du spectacle, quoi. Voilà. Donc, bah, on va du coup quand même parler des romans maintenant. On a fait les nouvelles, le théâtre, les. Alors, du coup, pour préparer la soirée, j'ai relu Mort d'un parfait bilingue que j'avais lu dans le temps. Et j'ai trouvé vachement impressionnant que c'est super actuel en fait. Ça a pas. Alors, pour une partie de raison qui est malheureuse, c'est qu'en fait, comme il est question de réfugiés, entre autres, enfin, ça rebondit avec l'actualité de maintenant. T'en avais. Enfin, est-ce que tu te relis des fois ou pas du tout? Tu passes à autre chose et... Non, je me relis pas. T'en avais... Du tout. Oui, tu sais, je sais pas. Moi, j'essaie de faire des bouquins. Et j'essaie de faire des bouquins, des histoires qui me touchent, qui m'excitent un peu, qui me semblent dire des choses sur l'époque dans laquelle on vit, voire d'aller un petit peu plus loin, des choses comme ça. Là, en fait, t'étais allé un peu plus loin, et le plus loin est rattrapé par le maintenant. Enfin, je sais pas comment dire. Ça vaut vraiment la peine de relire ou de découvrir. Et en le découvrant, vous aurez l'impression que ça a été écrit là maintenant, en fait. Il faut proposer une nouvelle sortie. Voilà, pour faire une. Mais il est toujours disponible. Hein. Oui. On change de la couverture, parce qu'elle est un peu moche maintenant, la couverture. Non, le papillon, t'es pas mal. Non, le papillon, ça. Ouais, t'es belle. Non, c'est vrai, il y avait une raison du papillon. Parce que c'est difficile de. Oui, c'est un peu dommage même de résumer l'histoire, en fait. Là, On va pas la résumer. Alors. Ouais. mais il est question, entre autres, d'une compagnie dans une armée dont le symbole est un papillon noir. Donc, voilà. Donc, voilà. Et il y a déjà le côté où on rit beaucoup en lisant. Et après, enfin, je sais pas, c'est difficile de parler. Je veux pas parler pour tous les lecteurs parce que je sais pas les réactions de chacun. Mais moi, je rigole beaucoup en lisant. Et après coup, je me dis, ah ouais, mais quand même, c'est un peu horrible. Oui, bah tu sais, c'est le truc, c'est que on est tellement cadré tout le temps dans nos vies quotidiennes, entre ce qu'on peut dire, pas penser, pas penser, avec les collègues, les copains, les machins, que la littérature et la création artistique en général est le dernier petit espace de liberté qui nous reste. Donc si on commence à s'auto-censurer en me disant oh, c'est quand même trop terrible, ou ça marchera pas, ou machin, c'est foutu. Ça veut dire qu'on commence déjà à faire des compromissions dans le seul endroit où on n'est pas censé en faire. On en fait partout, tout le temps, hein, Marion. Donc voilà, il faut faire des bouquins libres le plus possible, quoi. Et là, en fait, c'est un livre que je peux conseiller à quelqu'un qui parle de... Parce que une des raisons qui fait que les gens offrent des livres, ça peut être qu'ils ont quelqu'un à les voir à l'hôpital. Et donc, en général, ils veulent surtout pas acheter des livres où il y a des malades, ils veulent des choses joyeuses et tout ça. Et moi, je leur dis, mais là, c'est très bien, il y a des scènes d'hôpital hilarantes. Et donc voilà, si vous avez quelqu'un à visiter à l'hôpital, vous pouvez acheter Mort d'un parfait bilingue. Il est question d'hôpital, il y a même quelqu'un qui est dans un sale état, mais c'est très drôle. Sinon, je ne sais pas, on peut parler un peu peut-être du manuel de survie à l'usage des incapables. Oui. Eh bien, que te dire de ce roman, le manuel de survie c'est le point de départ de ce bouquin-là, c'est-à-dire que je cherchais un chouette quelque chose qui soit une bonne arène dramaturgique, quoi. Et je trouvais que les grands magasins et les grandes surfaces, c'était un bon lieu pour une histoire. C'est des lieux dans lesquels moi j'ai toujours aimé me balader, hein, c'est joli, ça sent bon, c'est plein de couleurs, il y a toujours une surprise au coin d'un rayon, etc. Donc ça me paraissait intéressant. Donc j'ai commencé à me documenter sur la grande distribution, vraiment un peu à fond quand même, sur l'histoire de la grande distribution, d'où ça vient, quand c'est apparu, qui sont les penseurs, les cerveaux derrière la grande distribution, c'est quoi la grande théorie de la grande distribution, les codes, le vocabulaire, etc., etc. Et
Et je trouvais ça génial parce que j'aime bien les systèmes où rien n'est laissé au hasard, et là c'est vraiment rien n'est laissé au hasard dans les grandes distributions. Et puis forcément en me documentant là-dessus, je me suis forcément documenté sur l'agroalimentaire, donc forcément sur les OGM, et en me documentant sur les OGM, je me suis dit que ça serait intéressant de faire intervenir ça dans un livre de fiction. Et le principe de l'OGM, hein, tu le connais, hein, c'est-à-dire que c'est le principe de mettre un copyright sur le vivant, hein, comme on le fait sur le blé Monsanto, tu l'achètes une année, il est résistant au Roundup, c'est super, mais il est stérile, il faut racheter les grains chaque année, parce que sinon, voilà. Pouvoir remettre des semences voilà. naturellement. Et t'es pas censé copier le blé sous copyright Monsanto non plus. Et donc je me suis dit, en poussant ça un peu plus loin, on peut imaginer que des grandes marques aient mis tout le vivant sous copyright, quoi, les musaraignes, les baleines et les ratons laveurs. Et pourquoi pas les humains. Donc je me suis dit juste que j'allais faire une petite différence, que c'était finalement que les femmes qui allaient sous copyright, parce que finalement c'est elles qui sont censées mettre des enfants au monde. Oui. Donc si tu veux avoir des enfants, ben, il faut lever le copyright, ce qui coûte de l'argent. Et donc c'est toutes des femmes qui sont upgradées, hein, qui appartiennent aux grandes marques, il y a des femmes pionnières, etc. Et puis j'avais envie donc d'une espèce de thriller un peu, mais à la fois j'ai pas envie de dire un thriller dingue, parce que tout ce que j'ai mis dans ce bouquin sont des choses que j'ai recoupées, que j'ai recherchées et qui sont vraies, quoi, a priori. Voilà. Et j'avais envie de pousser le vice jusqu'à me dire que tout a été racheté par les grandes marques, même la vie après la mort, quoi. Donc il n'y a même plus la possibilité de foutre le camp en se tirant une balle. Parce que quand on sera mort, on se retrouvera dans une espèce d'Ikea, parce que c'est Ikea qui a racheté la vie après la mort, ce qui est quand même le pire enfer qu'on puisse imaginer. Et le début en particulier, c'est une sorte de Moby Dick, sauf que la baleine est sous copyright. Nike, oui, c'est des baleines Nike. Des baleines Nike. D'où l'expression se fendre la gueule, rire comme une baleine Nike, qui est inventée dans ces qui est devenu célèbre. D'ailleurs, maintenant, voilà, mais c'est marrant parce que ça m'a servi, parce que tout sert à tout en fait. Quand on travaille dans les histoires et dans les scénarios, on recycle toujours tout. Et maintenant, je travaille avec de nouveau Jaco van der Mael sur un nouveau scénario. Et je me dis que un bon truc, ça serait que les grandes marques n'aient pas forcément racheté le vivant, mais racheté les rêves, tu vois. Donc tous les rêves sont sous copyright. Et si tu veux rêver, tu dois forcément acheter des... C'est comme s'il y avait des Netflix du rêve, quoi. Mais il n'y a plus de rêve bio, il n'y a plus de rêve, tu peux plus rêver tout seul. Donc il faut à chaque fois. Et donc c'est des rêves de grande distribution, pas terribles. Mais t'as des rêves de créateurs aussi. Au début, il n'y avait rien. Ni espace, ni lumière, ni temps qui passe, pas d'hier, pas de demain, pas d'aujourd'hui. Pire qu'un jour de grève, pire qu'une rupture de stock. Rien d'autre que le rien, mais bon, le rien, c'est déjà pas mal. Le rien, ça laisse quand même des perspectives. C'est d'ailleurs seulement quand il y eut quelque chose qu'on aurait pu se dire que ça faisait longtemps qu'il n'y avait rien, et que quelque chose, c'était finalement pas mal non plus. Mais le quelque chose qu'il y eut à ce moment, entre la fin du rien et le début du reste, c'était quelque chose qui ne ressemblait pas à grand-chose, un frémissement de particules sans nom, un frétillement quantique, un hoquet d'atomes. En fait, ce quelque chose-là ne ressemblait à rien. Mais entre le rien et le quelque chose qui ne ressemblait à rien, il y avait une marge, et une marge, ça, c'est déjà beaucoup. N'importe quel adjoint de manager de site le sait. Mais pour se dire ça, encore eût-il fallu qu'il y eût quelqu'un. Et à ce moment-là, il n'y avait personne. Et puis, à travers le quelque chose qui ne ressemblait à rien, venu d'on ne sait pas vraiment où, et arrivé on ne sait pas trop comment, les choses qui ressemblaient à quelque chose sont apparues. Mais elles flottaient dans l'univers jeune, dense et brûlant, et elles semblaient n'avoir aucun dessein. C'est alors seulement qu'apparut le business plan. Et les choses comprirent la raison de leur existence, et ont pu enfin commencer à s'organiser. Il fallut des milliards d'années pour que l'univers prit forme. Il fallut des milliards d'années pour qu'une appréciable quantité d'énergie soit dépensée pour créer puis refroidir une sphère de 510 millions de kilomètres carrés, et il fallut des millions d'années pour que l'atmosphère saturée de méthane et de dioxyde de carbone se condense et forme un gros paquet d'eau salée. C'étaient les travaux de fondation. Ça faisait pas mal de bruit, de poussière, mais il fallait en passer par là. Le permis de bâtir avait été accordé et les voisins avaient été prévenus. À ce moment-là, le plus difficile avait été fait.
Mais il restait à attendre le retour sur investissement. Après les grosses œuvres, on allait faire les finitions. Du côté du protéozoïque, il y eut les eucaryotes. Puis à la fin du précambrien, les premières anémones. Elles étaient jolies, elles bougeaient mollement dans des océans presque vides. C'était une des premières formes de bonheur, éclore, se laisser aller, mettre des gamètes. On aurait pu en rester là, mais ça aurait fait gueuler les investisseurs. Du coup, ce ne fut qu'une étape. On continua droit vers le paléozoïque avec des algues, puis des fougères, puis des insectes, puis des petits reptiles. Ça bossait bien, ça sentait le neuf. On allait bientôt pouvoir ouvrir, mais il restait encore 2-3 détails au niveau de la décoration. À la fin du Crétacé, on vira les dinosaures, qui avaient pas mal d'allure, mais qui fichaient en l'air toute idée d'une gestion rationnelle de l'espace. On chercha une taille plus pratique, du genre 1,50 m à la verticale, avec une marge de 30 ou 40 cm, et avec une moyenne de 40 cm de large. On avait les notions de base du rangement, avec cette règle d'or, voulant qu'on ne mette pas plus de 6 acteurs au mètre carré. Puis, juste avant l'ouverture, du côté du Pléistocène, on régla le thermostat. Pas trop chaud, pas trop froid, juste bien pour qu'on sédentarise, qu'on n'ait plus envie de faire des dizaines de kilomètres pour s'acheter de quoi manger. Le service recherche et développement peaufina le projet. Les voitures auraient dans les 5 mètres de long et 1,80 m de large. Les parkings seraient dessinés en conséquence. Les plafonds auraient entre 3 mètres et 3,50 m selon la surface. Les linéaires auraient une hauteur comprise entre 1,60 m et 1,80 m et la largeur entre eux serait de 2 bons mètres pour que des charrettes de 60 cm de large et 1 mètre de haut puissent se croiser à l'aise. Aux yeux de certains, cela peut apparaître comme des détails, mais une simple simulation de parking trop petit, de charrette trop large ou de linéaire trop élevé suffit à leur faire comprendre que la clé du succès résidait précisément dans ces détails. Avant de mettre tout le système en route, on effectua quelques réglages de haute précision, on mit au point un système de carte bancaire solide et un système de carte de crédit lié à ce système par des voies informatiques hautement performantes. On mit aussi au point un système de normalisation généré par le groupement d'études de normalisation et de codification et un système de reconnaissance optique s'inspirant à la fois du Morse mis au point par Samuel Morse et du système de sonorisation des films mis au point par Lee Forrest dans les années 20. Le Gencode et le code barre étaient là. À ce moment, à quelques détails près, on y était, tout était prêt et ça avait fini par ouvrir. Et tout ce que je dis là est vrai, hein, que le code barre, c'est à partir du cinéma parlant et tout ça, quoi, et du Morse. Voilà, donc c'était manuel de survie à l'usage des incapables. C'était Sapiens, c'est une brève histoire de l'humanité. Une brève histoire de l'humanité. On est vendu moins que lui. Du coup, on n'a pas parlé n'est de... pas assez politique et drôle Ouais, c'est ça. pour recevoir, mais ça va venir. On n'a pas parlé de Kourou qui précédait en fait. Qui précédait, ouais. Mais je me suis demandé, ça avait été un peu inspiré par ce qui s'était passé à Gênes. Tout à fait, oui, tout à fait. Kourou, c'était effectivement, il y avait toutes ces manifestations altermondialistes à Gênes, il y avait eu cet étudiant qui était mort. Oui. Carlo Giuliani. Voilà. Et il y avait beaucoup de jeunes gens comme ça qui étaient contre mondialisation, qui étaient prêts à aller manifester, mais quand on leur posait des questions, je savais pas trop pourquoi ils étaient contre, enfin, ils trouvaient que c'était pas terrible, mais... Et ce qui était marrant, c'est que, enfin, je m'étais pas mal documenté aussi sur le sujet de tout ce qui était altermondialiste, en tout cas dans les années début 2000, et c'est vrai que tous ces gens-là étaient plutôt des gens éduqués, de bonne famille, plutôt aisés, plutôt blancs, etc., etc. Et j'avais envie de faire un bouquin sur cette jeunesse-là, un peu super révoltée, mais finalement, quand ça n'allait pas, ils rentrent le week-end chez leurs parents et c'était un petit peu les premiers conspirationnistes aussi. On commençait à parler des Illuminati, on commençait à parler des Skull and Bones et des pyramides dans les billets de dollars, etc., etc. Et donc j'avais envie de faire un bouquin comme ça avec plein de gens un peu paumés qui vont manifester, ils savent pas trop pourquoi. Et une fille qui a des pouvoirs magiques, mais qui sait pas quoi en faire. Voilà. Et qui est la première surprise d'avoir ces pouvoirs magiques. Voilà, mais pour ça, c'est vraiment pas quoi faire. C'est très... comment dire enfin, il y a quelque chose de très tendre dans son personnage à elle et dans ce pouvoir qu'elle a, entre autres, de déplacer des objets. Ouais. Et le moment où elle le découvre, où elle est la première embêtée, elle essaie d'en parler à son meilleur copain, qui ne sait pas très bien quoi faire. Pas très bien quoi faire aussi. J'essayais de retrouver, il y a un passage qui est absolument jubilatoire, quand ils se retrouvent tous
quand ils sont dans la manifestation, qu'il y a déjà les premiers blessés dans la tente, et que en fait, il y a un moment où tout le monde se retrouve au même endroit, et reconnaît, mais sans savoir qu'ils se connaissaient, parce que chacun connaissait l'autre séparément, mais pas tous ensemble, et ils s'aperçoivent qu'ils ont tous un lien entre eux, le père, Ah ouais, mais j'ai oublié. j'arrive pas à retrouver le passage. En tout cas, il y a, enfin, c'est pareil parce que finalement, c'est des romans écrits à un moment donné, avec un petit point un pas de côté ou un petit plus d'emphase sur la réalité du moment, et qui, quelques années après, deviennent vraiment la réalité, les manifestations, comment les manifestants maintenant se font coincer. Enfin, c'était déjà un peu le cas en 2001, mais maintenant ça l'est encore plus, et du coup on retombe dans la réalité sur ce qui est raconté. Mais bon, c'est plus drôle que la réalité. On ne peut pas décourager. Alors, on va quand même parler maintenant. Voilà, en fait, on était venu pour ça au début, c'était pour La Vie sauvage. Et il y a quelque chose qui a un peu changé. C'est le personnage principal de La Vie sauvage s'appelle Charles. Et à la différence des personnages principaux des autres romans, qui sont des personnes à qui il arrive des trucs qu'ils n'ont pas vu venir, en fait. Ouais. Alors, Charles, il y a un gros truc qu'il n'a pas vu venir, c'est un garçon, ça spoil pas de le dire parce qu'on le sait très vite. Il a été un bébé rescapé d'un accident d'avion en Afrique, noir. Et donc, un gros paquet d'années après, grâce à Google Street View et plein d'enchaînements de circonstances combinées, sa famille qui est restée en Europe découvre que le bébé a survécu, et donc son oncle le fait venir en Belgique, enfin. Et sauf que Charles, en fait, a grandi, il a 15 ans, il a grandi là-bas, et il s'est très bien adapté à son environnement, et il a fait des rencontres formidables, il est amoureux, d'ailleurs, il est très amoureux. Et il n'a pas forcément envie de venir dans notre monde occidental qui est censé être civilisé. Et donc il y a un premier truc, c'est il n'a pas du tout demandé à partir. Donc ok, ça lui tombe dessus, pof, on le ramène en Occident. Mais partant de là, c'est un personnage qui subit pas. Il a une idée derrière la tête, en fait. Donc, Oui, alors effectivement, j'avais envie de faire un personnage qui soit pour une fois un héros, quoi. C'est-à-dire qu'il est le moteur de l'action. Et il n'a qu'un objectif, c'est retourner de là où il a été arraché pour retrouver la petite jeune fille dont il est amoureux. Mais il ne peut faire qu'avec les moyens du bord, et les moyens du bord, ils sont de deux ordres. À la fois, il a une connaissance encyclopédique de la littérature classique française, la poésie en particulier, hein. Il a lu tout Baudelaire, tout Rimbaud, tout Verlaine, et il connaît ça très 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 bien. Et ça lui donne un moyen d'action, en fait, sur les autres, aussi un moyen de compréhension du monde dans lequel il se trouve et qu'a priori il connaît pas. Et puis aussi, il est assez beau et sexy. Et même s'il le fait à contre-cœur, ben, il va se retrouver dans la position d'un affreux manipulateur de femmes pour mener à bien son plan, qui est son plan de retour. Il faut qu'il ait de l'argent, il faut qu'il ait les moyens de retourner là-bas en Afrique, et ça, il ne peut le faire que... Donc voilà, donc c'est un personnage qui est... Mais j'aime bien les personnages comme ça, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont toujours entre la frontière, entre ce qui est moral et ce qui l'est pas, et là, est-ce que par amour, il peut faire des choses que la morale réprouve? Voilà, ça m'intéressait que la morale est lui-même réprouve. Totalement. Il a des états d'âme, en fait. Complètement. Ouais, c'est pas l'affreux manipulateur froid et pervers qui fait ça par plaisir. Il n'aime pas ce qu'il fait, mais c'est la seule façon qu'il a trouvé pour pouvoir rentrer chez lui, quoi. Tu veux bien lire un petit extrait? Alors, je veux bien. Alors, j'avais envie aussi de faire dans ce bouquin-ci des portraits de personnages à travers ce personnage un peu fâché de Charles. Il est fâché parce qu'il est adolescent, il est fâché parce qu'il est
arraché l'arracher à la son femme pays, qu'il en aime. fait, enfin, et puis les gens aux gens qu'il aime. Et il est fâché parce qu'il trouve que tous les gens, toutes les personnes en face de qui il se retrouve sont pas compétents, quoi. Enfin, ou en tout cas, il y a une scène ici où on le fait aller parce qu'il a 17 ans, il va dans un collège qu'il déteste, et on le force parce qu'on imagine qu'il est traumatisé à aller voir la psychologue scolaire, et il trouve ça extrêmement brutal et violent. Donc il imagine, au-delà de la profession de psychologue, il imagine qui est cette femme qui se trouve en face de lui. Et il imagine qui est cette femme qui est en face de lui. Donc il se demande quelle avait été sa vie. C'est une jeune femme. Quelle avait été sa vie? Commencer ses études. Il rencontrait un garçon. Il se serait appelé Gaëtan. Puis hésitait entre Gaëtan et Marco. Se dire que Marco, avec ses épaules larges, ses yeux émeraudes, était plus sexy que Gaëtan, mais que Gaëtan, avec son père qui était doyen de la faculté, avec sa Volkswagen Golf cabriolet reçue pour ses 19 ans, avec les vacances chaque été au club Met Punta Cana, voile, tennis, kitesurf, avec son duplex de 110 mètres carrés et avec la villa de vacances du côté d'Uzès, était un choix de raison pour une fille comme elle, issue d'une modeste famille, ayant fui la misère tunisienne une demi-génération plus tôt. Briser le cœur de Marco, s'offrir le cœur de Gaëtan, sucer Gaëtan autant de fois que nécessaire pour qu'il lui fasse enfin une demande en mariage, finir la psycho, préparer le mariage, acheter la maison, décorer la maison, exiger la terrasse en teck et la cuisine américaine, ne pas céder sur le dressing, vouloir un enfant, avoir un enfant, vouloir un autre enfant, avoir un autre enfant, trouver un travail à mi-temps pour se réaliser dans quelque chose, commencer le yoga, arrêter le yoga, commencer le tai chi, arrêter le tai chi, commencer des cours de cuisine libanaise, arrêter les cours de cuisine libanaise, commencer le reiki, l'ikebana, le feng shui, l'aquagym, arrêter tout à chaque fois, trouver que son couple bat de l'aile, emmener Gaëtan voir une thérapeute pratiquant l'analyse systémique, une autre l'EMDR et puis une sexologue chez qui elle reconnaîtra que sucer lui apparaît comme quelque chose de dégradant pour son image de femme, avoir l'impression d'aimer moins Gaëtan mais rester avec lui malgré tout, trouver un modus vivendi, rêver de Marco dont l'image et l'odeur lui reviennent certaines nuits d'orage, le stalker sur Facebook, découvrir sa vie de rêve sur une plage du Venezuela, en vouloir à Gaëtan pour quelque chose, sentir sa jeunesse qui s'éloigne, sa peau qui se fane, son teint qui se voile, son regard qui se creuse, signer les bulletins des enfants, acheter le matériel scolaire, préparer les pique-niques sur le coin de la cuisine américaine, déposer l'une au cours de danse, déposer l'autre au judo, attendre que ça se termine dans la voiture, sous la pluie, en likant des photographies de petits gâteaux postés par des copines de yoga, du reiki ou du tai chi, pleurer parfois toute seule, sans raison, en rangeant des sacs de courses dans le coffre d'une Tourane flambant neuve, préparer des vacances dans cette maison d'Uzès qu'elle ne supporte plus, partir avec Gaëtan en week-end sur la côte d'Opale pour se retrouver, y affronter un vent froid comme la mort, le sable dans les yeux, un ciel hostile et maladif, des silences embarrassants, récupérer les enfants chez les beaux-parents, retrouver la maison, sa terrasse, sa cuisine, son dressing, retrouver le lit conjugal avec son couvre-lit en coton bio à 300 €, ses draps en tergale parfaitement repassés par la femme de ménage et ses 2 oreillers en duvet alignés côte à côte, pareil à des pierres tombales, et les voir pendant un instant avec une effroyable clairvoyance telle qu'il est, non pas un lit, mais un de ces rochers noirs et gluants auxquels les naufragés s'agrippent en attendant la mort. Voilà. Il y a une succession comme ça une collection de portraits vus avec un regard un peu extérieur, donc un peu comme dans les lettres persanes de Montesquieu. En fait, le gars, le jeune Charles, il arrive et il les rate pas, quoi. Y compris pour des personnes comme sa cousine, en fait, pour qui il a quand même une certaine tendresse, parce qu'il pense qu'elle peut s'en sortir, qu'elle peut faire autre chose que de se laisser engluer dans ce monde commercial. C'est ça, mais en fait, j'avais envie de faire un système un peu à la journal d'une femme de chambre, hein. C'est-à-dire que c'est cette petite jeune femme de chambre que tout le monde prend pour une idiote finie, mais qui est dans une position d'observatrice de ces milieux bourgeois, confinés, empesés, etc., et qui fait des portraits comme ça des différentes maisons, comme elle dit, où elle va pouvoir travailler de place en place, comme ça. J'avais bien aimé ça, tout ce portrait de cette époque, à travers cette petite bourgeoisie étouffante, étouffée, et finalement complètement stupide et ignorante. Et j'aimais bien la méchanceté de cette femme de chambre, et à la fois son intelligence brute et brûlante, quoi. Et j'avais eu envie de faire un portrait comme ça, un portrait d'époque un peu comme elle le faisait dans
dans le bouquin de Mirbeau. J'avais envie de faire ça, le portrait de cette petite bourgeoisie, d'un peu de province, nord de la France, sud de la Belgique, de ces petits politiciens de province et de cette jeunesse qui se laisse complètement à la fois cette jeunesse qui se laisse complètement aller et à la fois dont on peut encore tirer quelque chose parce qu'il suffit d'une petite mise à feu pour que ces adolescents deviennent des gens merveilleux, ce qui n'est pas forcément le cas des adultes qui ont renoncé à tellement de trucs. Mais voilà, j'avais envie de faire un portrait de ces familles, de ces écoles, de ces systèmes scolaires, de tout ce qui est mis en place de finalement assez brutal et violent, les psys, le conseil de classe, les bulletins, le machin. Et comment les gamins sont à la fois paumés là-dedans, mais prêts après à devenir des gens merveilleux. Voilà. Et il y a aussi j'ai trouvé que, enfin, c'est oui, assez splendide sur l'adolescence aussi. Alors que c'est pas forcément le sujet principal, mais les adolescents de maintenant, il y a quelque chose. La fête. Ouais. À la fête, oui, mais c'est-à-dire que chaque fois que je fais un livre, j'essaie de me documenter quand même un petit peu pour pas dire des conneries. Et autant je me suis documenté sur la grande distribution, les OGM, etc. pour celui-ci, autant sur les adolescents, ce qui tombait bien, c'est que j'avais ça à la maison, quoi. J'en ai une qui a 16 ans. Et donc, ce qui est bien, c'est que elle est toute prête à témoigner, à me parler à cœur ouvert de comment ça. Donc je lui ai demandé, écoute, raconte-moi maintenant vraiment en détail quelques soirées que tu passes, comment ça se passe. Et effectivement, ça n'a rien à voir avec les soirées que moi je passais quand j'étais gamin, où très naïvement, on écoutait un peu de musique et puis on regardait un film. Et là, ils font des trucs vraiment. D'abord, ils se bourrent la gueule, mais tout de suite fort. Ça n'existait pas de mon temps. Hein. Donc, il y a la drogue, évidemment, il y a l'alcool fort, et puis ils font rien, en fait, c'est étrange. Ils sont assis par terre, bourrés, pétés, et il se passe rien d'autre. Et c'est ça une soirée. Oui, non, et j'étais fasciné par que c'était ça la finalité de la soirée, quoi. Les parents sont pas là, les copains arrivent avec des sacs bourrés de bouteilles de gin ou de vodka. On se bourre la gueule très très vite. On fume 2-3 pétards et puis on est pété ensemble, quoi. On tape. Ouais, un peu, mais c'est trucs sans qualité. Et à la fois, il y a ça, mais ça doit pas, il y a pas que ça. Il y a aussi des trucs géniaux, quoi. Et des trucs, ces grandes valeurs d'engagement, de fidélité, de confiance, d'amitié à la vie, à la mort, qu'on perd un peu quand on est adulte, et qui sont quand même là. Et j'aimais bien un peu ces deux trucs-là. Et d'ailleurs, à un moment, le personnage principal a besoin d'un coup de main, d'hébergement d'urgence, voilà, un peu. On peut dire ça sans dévoiler plus. Et il y a la solidarité adolescente qui marche, quoi. C'est surtout les filles qui s'organisent. Oh, il y a une telle, ses parents sont au week-end, donc tu peux aller 2 jours chez elle, et puis après l'autre prend la relève. Enfin, c'était ça l'idée. Exactement, ouais, voilà. Donc voilà. Et sinon, l'idée de départ du livre, il y a un côté retour de vacances et on a envie d'y retourner. C'était ça ou ça n'a rien à voir? Non, l'idée de départ du livre, c'est j'avais vraiment envie de... En fait, j'aime bien peut-être c'est mon côté un peu ado aussi, j'aime bien les histoires de super-héros. Ah bah là, j'aime bien l'idée de super-pouvoir. Quelqu'un qui a l'air d'être comme tout le monde, mais qui en fait a un pouvoir particulier. Et lui, ce pouvoir particulier, c'est pas il sait pas forcément balancer des toiles d'araignée ou voilà. Oui, c'est son amour. C'est surtout sa connaissance de la littérature. C'est une connaissance encyclopédique presque surnaturelle, c'est-à-dire qu'il a tout lu. Il a lu à la fois Freud, tous les grands romanciers et tous les magazines féminins le Elle, le Nouvel Obs, il connaît tout. Donc, mais c'est une connaissance théorique. Mais c'est quand même un pouvoir impressionnant. Et ça lui permet de très 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 bien connaître d'une manière à la fois malheureusement théorique, mais d'une manière très fine notre monde à nous. Et sinon, le fait de pas aimer Rimbaud, c'est le personnage ou c'est toi aussi? Parce que il y a des magnifiques passages de poésie où donc Charles
souvent en soutien quand il flanche un peu parce qu'il sait qu'il va être obligé de faire des saloperies pour parvenir à ses fins. Donc il se rappelle un morceau de Baudelaire, enfin tout ça. Et Rimbaud, visiblement, il l'aime pas du tout. Mais c'est-à-dire que la poésie, c'est marrant parce que peut-être qu'il l'aime pas parce que c'est le poète qu'on veut faire lire aux adolescents d'entrée de jeu, quoi. Tu es ado, lis Rimbaud, regarde la belle photo noir et blanc où il est comme ça, un peu machin, donc tu vas aimer Rimbaud. Et donc c'est devenu un truc qui est quand même fort lié à l'école. Et puis quand lui, bon, il trouve que les poèmes sont quand même pas mal, mais il trouve que le personnage est puantissime. Et c'est vrai qu'en me documentant, j'ai été lire quelques biographies à gauche à droite, et ce type était horrible. Même avec les gens qui l'aidaient, qui l'hébergeaient, parce qu'on était dans le besoin. Je sais plus si c'est Charles Cros qui l'a hébergé à un moment, ou c'est un autre. Où d'abord c'était un mec qui s'écoutait parler en permanence, qui supportait pas quand ils allaient au resto ou quoi que d'autres que lui puissent avoir l'air malin ou brillant. Donc il essaye d'empoisonner Charles Cros, qui est marrant, en versant de l'acide chlorhydrique dans sa bière pendant qu'il est aux chiottes. Heureusement il le boit pas. Et Charles Cros qui l'héberge avec sa femme et tout chez eux pendant des semaines et des semaines parce qu'il sait pas où aller. Et puis il est odieux, il est arrogant, il est crasseux, il est vraiment horrible. Donc à un moment, la femme de Charles Cros lui dit, écoute, si moyen qu'il aille ailleurs, ça m'arrangerait. Donc on lui dit que s'il peut aller. Et donc ce qu'il trouve à faire, c'est qu'il chie dans les casseroles de Madame Cros avant de se casser. Et qui quand même, c'est quand même dégueulasse. Et après, bon, il finit dans les colonies. Et voilà, c'est un type épouvantable, c'est un vrai fils à maman, parce que dès que ça va pas, dès qu'il a pas d'argent, dès qu'il a un boulot quelque part, il appelle sa maman, qu'il lui envoie quelques sous, etc. etc. Et des manuels pour ces différents sujets d'études au fur et à mesure qu'il essaie de changer de vie professionnelle. Voilà. Mais donc, c'est marrant parce qu'on essaie de nous le vendre aujourd'hui comme le grand poète romantique, etc., alors que c'était un type odieux et finalement fort fils à maman, quoi. Mais c'est poète, quand même. Oui. Pardon? Mais quand même, ah ouais, putain, ça fait chier, ça fait chier. Mais ce qui est curieux, c'est que Charles, qui n'est pas un sale type, mais qui quand même utilise et manipule les gens qui l'ont recueilli, qui essayent de l'aider, a quand même des points communs avec... Oui, c'est-à-dire que lui a un objectif un peu noble qui est retrouver la femme qu'il aime, et puis les gens qui l'hébergent sont des sales cons, sauf sa cousine. Sauf sa cousine. Alors, sinon, c'est difficile. Ouais, sinon, on risque d'en dire trop par rapport à l'histoire pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ce serait dommage. Mais alors, il y a un truc qui m'a beaucoup touchée, je dois peut-être être minoritaire, c'est qu'il y a un des personnages féminins pour qui les choses se finissent bien. On va pas dire qui comme ça, voilà. Et que en fait, le truc qui est très chouette dans sa vie, et du coup, elle choisit ce qu'elle peut faire et tout ça, c'est qu'elle étudie les sciences. Et elle devient... moi, j'ai trouvé ça génial. Ben oui, mais c'est-à-dire que... Ça faisait super plaisir. En fait, un des boulots de l'auteur, peut-être, c'est de chasser un peu les clichés et les trucs attendus, parce que ça fonctionne plus, quoi. Il faut offrir autre chose. Quand vous avez la prétention de faire dépenser 18 € à quelqu'un, on peut pas lui vendre des clichés, quoi. C'est vrai. Voilà, elle étudie les sciences, les mathématiques, la physique, la chimie. Elle dit que ce sont des choses solides dont l'inflexible perfection lui fait du bien après ce que nous avons traversé, que ce sont des choses qui l'élèvent au-delà de la folie des hommes. C'est bien, hein? Ouais. Ah ouais. On va peut-être s'arrêter là. Ah bah merci Gilda, c'est super. Voilà, donc...